kids are really scared, huh? Yeah, if a car stops in front of them, they'll start running because they don't want to get kidnapped. Si j'avais à décrire l'affaire du tueur d'enfants du comté de Oakland à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, je dirais que c'est l'affaire la plus sombre et la plus troublante qui soit. 4 enfants sont enlevés, séquestrés, puis assassinés. One cop told me today that we may have been giving kids the wrong advice by telling them not to go with strangers. The point being, don't go with anybody, because nobody knows who this killer is. Depuis plus de 40 ans, un meurtrier continue de vivre en toute impunité. On n'avait aucun suspect sérieux. On n'avait rien. Et si le tueur était connu depuis le tout début? Il a été libéré, et environ une semaine plus tard, Timothy King avait disparu. Des actes de pédophilie graves ont été commis par des personnes importantes. Je ne vois pas pourquoi on devrait les exclure du cas de Timmy. Tout le monde veut savoir qui a assassiné ces 4 enfants. Mais en réalité, chaque jour, je suis de plus en plus convaincu que l'on sait déjà qui les a tués. Difficile pour les résidents de Détroit d'oublier les hivers 1976 et 1977, où un mystérieux tueur a semé la peur dans les banlieues de la ville. 4 enfants ont été enlevés, gardés captifs pendant des jours, puis asphyxiés et abandonnés dans des fossés enneigés. We're worried about whose child might be the next victim. Everybody is, and people are afraid. Leurs familles ont vécu un véritable enfer. Ce n'est pas facile à accepter. Je vis avec ce souvenir depuis 43 ans et je n'ai toujours aucune réponse. C'est le genre de choses qu'on n'oublie jamais. C'était une période très sombre. À quoi penseriez-vous en allant vous coucher le soir, en sachant que votre fille a été détenue par un inconnu pendant 19 jours? Cette idée vous suivrait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, année après année. Elle ne vous quitterait jamais. Ça nous a hantés pendant toute notre vie d'adulte. Ça a tué ma mère. Elle a vécu encore 20 ans après ces événements, mais elle est morte à l'intérieur cette semaine-là. Je crois que tous les enfants de notre région ont ressenti la même chose. L'affaire du tueur d'enfants du comté de Oakland, d'autant plus qu'elle n'a jamais été résolue, s'est en quelque sorte immiscée dans nos vies. Elle teintait tout ce qu'on faisait. J. Reuben Appleman était un jeune garçon et vivait à Southfield à la fin des années 70, lorsque le tueur traquait les enfants dans les rues du comté de Oakland. Voici la rue où je marchais quand ce type a tenté de m'enlever. Il était stationné à peu près ici, puis il s'est avancé vers moi et il a essayé de me saisir le bras. Je me suis enfui. These 4 kidnapped murders have shaken this community with a degree of fear unknown up to now. Je me suis demandé si le tueur d'enfants du comté de Oakland avait tenté de me kidnapper. C'était une question très sérieuse. Ma mission était de découvrir pourquoi. En 2005, il a entrepris d'élucider l'affaire. 2 ans plus tard, le détective amateur a poussé son obsession un peu plus loin. Un peu comme un enquêteur d'expérience illustrerait les différents liens sur un tableau ou sur un mur. J'avais besoin d'écrire cette histoire pour rassembler les morceaux. À un moment donné, j'ai compris que je devais écrire un livre pour comprendre ce qui s'était passé. À la recherche d'indices, Appleman a fouillé des milliers de documents obtenus grâce à la loi sur l'accès à l'information. Finalement, l'enquêteur amateur a découvert le travail d'un enquêteur professionnel, Corey Williams, qui a contribué à relancer l'affaire en 2005. L'une des tactiques très habiles du meurtrier a été d'enlever un enfant dans une ville, puis de le déposer dans une autre, de façon à impliquer 8 villes différentes. Mark Stebbins de Ferndale a été enlevé le 15 février 1976. Son corps a été retrouvé 4 jours plus tard à Southfield. Le service de police de Southfield s'est donc mêlé à l'affaire. La police d'État du Michigan a également pris part à l'enquête. Les enquêteurs ont examiné la voiture d'un suspect. Ils ont suivi plusieurs pistes. Il y avait donc 2 agences qui travaillaient ensemble. 10 mois plus tard, Jill Robinson a été kidnappée à Royal Oak. On a retrouvé son corps à Troy. 4 agences étaient dorénavant impliquées.
3 jours après la découverte du corps de Jill, Christian Mielek a été enlevé à Berkeley. 19 jours plus tard, le 21 janvier 1977, son corps a été retrouvé dans la ville de Franklin. Il y avait maintenant 6 agences différentes dans l'affaire. Quelques mois plus tard, le 16 mars 1977, Tim King a été enlevé à Birmingham. 6 jours plus tard, son corps a été retrouvé sur Gill Road, au sud de 8 Mile Road à Livonia. C'était la première fois que le comté de Wayne était mêlé à cette enquête. 2 comtés et 8 services de police différents étaient dorénavant impliqués, ce qui était un cauchemar à coordonner. À un certain moment, plus de 300 enquêteurs étaient affectés à cette affaire. En 2007, l'enquêteur Williams réalise une percée importante, non pas grâce à son travail acharné, mais grâce à un ami de la famille King. Le polygraphiste Patrick Coffey, qui a déjà habité en face de la maison des King à Birmingham, affirme qu'en 2005, un collègue a fait passer un test du polygraphe à un homme qui a avoué avoir tué Tim King. Son collègue a par contre refusé de nommer la personne qui a confessé son crime. Il ne m'a pas donné son nom. Il m'a cependant indiqué que l'avocat qui représentait la personne interrogée était mort et que la personne qui avait commis le meurtre était morte aussi. Il a dit « J'ai fait passer un test au type qui a avoué avoir tué votre petit voisin. » Les enquêteurs savent qu'il est commun qu'un sujet avoue son crime à un polygraphiste lors d'un test polygraphique préliminaire. C'était un test du polygraphe privé dans une affaire non reliée au tueur d'enfants du comté de Oakland. Et ces tests préliminaires sont protégés par le secret professionnel entre un avocat et son client. L'enquêteur Williams fouille minutieusement des rapports de police et d'anciens tests du polygraphe effectués à Flint, à la recherche d'un client et de son avocat qui sont maintenant tous les deux décédés. Après plusieurs mois, il réduit la liste à un nom bien connu de la police. La première fois que j'ai entendu son nom, c'est quand Corey Williams m'a appelé et m'a dit « Est-ce que vous ou vos frères êtes allés au secondaire avec un certain Bush ?» J'ai répondu « Non, ça ne me dit rien. » Je lui ai demandé s'il avait d'autres informations et il a dit « Non, juste ce nom de famille. On était curieux. » Ce que l'enquêteur Williams ne leur dit pas, c'est tout ce que le groupe d'intervention sait déjà sur Christopher Bush, un homme de 25 ans, originaire du comté de Bloomfield. Bush était un suspect sérieux à l'époque des meurtres. Il a été accusé d'agression sur des enfants dans 4 comtés en même temps, en janvier 1977. Certaines victimes ont été manipulées psychologiquement. Bush les attirait avec du cannabis ou de l'alcool. Parfois, il leur montrait un pistolet. Il les menaçait et les agressait de cette façon. Lors de son arrestation, sa valise contenait de la corde, de la pornographie juvénile, des kilos de cannabis et un fusil. Cette piste semble prometteuse, mais ce n'est encore qu'un début. On essaie de partager le plus d'informations possible avec les familles des victimes. Mais on doit aussi essayer de cacher notre jeu, pour la simple et bonne raison qu'on veut résoudre l'enquête. Le pédophile Christopher Bush n'agissait pas seul. Il avait un complice, Gregory Green, 26 ans, de Flint au Michigan. Gregory Green est l'une des personnes les plus horribles qu'on puisse imaginer. C'est un pédophile des plus abominables, un violeur en série. Green a été arrêté plusieurs fois dans le comté d'Orange, en Californie. Il s'est fait prendre lorsqu'il a agressé un garçon, qu'il l'a emmené dans les buissons sur le bord d'une autoroute et qu'il l'a presque étouffé à mort. Il croyait l'avoir tué. Il l'a mis à l'arrière de sa voiture et l'a conduit jusqu'à un hôpital du coin. Les autorités ont retrouvé le garçon vivant, couché sur le gazon. Green a été identifié. En 1975, il est arrivé au Michigan. Il a rencontré Christopher Bush et ils sont devenus une équipe. Et en 1977, ils ont fait face à plusieurs chefs d'accusation de comportements sexuels criminels envers des enfants. Green et Bush sont maintenant entre les mains des policiers. Pour sauver sa peau, Green dénonce Bush et lâche une bombe. L'information 369 est celle qui concerne Christopher Bush. Elle n'est pas anodine. Elle relate le fait que Gregory Green a dénoncé Christopher Bush en affirmant que Bush avait tué Mark Stebbins.
Gregory Green avait déjà enlevé des enfants. Il avait déjà étouffé un enfant jusqu'à ce qu'il soit inconscient. Il avait déjà commis tous ces actes que l'on cherchait. C'est très logique de penser que Green croyait être accusé pour ce crime, d'où sa décision de dénoncer Bush. Au moment de l'arrestation de Green, 3 enfants avaient été enlevés et assassinés par le tueur d'enfants du comté de Oakland. Tim King, 11 ans, était encore bien vivant. Plus l'enquêteur Williams lit sur Bush et Green, plus il se rend compte qu'il cadre avec le profil du suspect. Les policiers ont demandé à Bush où il avait ramassé des garçons dans le passé. Il a dit « J'en ai ramassé un à Ferndale, près de 9 Mile et Woodward. J'ai ramassé le deuxième près de 12 Mile et Greenfield. Puis je l'ai conduit à un dépanneur à côté du salon de quilles. Il a dit avoir ramassé le 3e enfant sur Woodward, entre 12 et 13 Mile. Il venait de nommer précisément les 3 lieux d'enlèvement de nos 3 premières victimes. Christopher Bush a dit que Gregory Green et lui avaient parlé de leur fantasme d'enlever des enfants et de les attacher. Ils avaient imaginé que chacun pourrait travailler à des moments différents à leur emploi respectif pour que les enfants soient avec au moins l'un d'entre eux en tout temps. Au début, on croyait que le tueur agissait seul. Maintenant, il était question de plus d'une personne. Cette affaire ne faisait que prendre de plus en plus d'ampleur. L'enquêteur Williams vient d'apprendre qu'en 1977, les policiers avaient peut-être placé le tueur d'enfants du comté de Oakland en détention avant que Tim King, la dernière victime, soit porté disparu. Christopher Bush n'a pas hésité à dire qu'il était un pédophile, et il a fait face à un grand nombre de chefs d'accusation pour agression sexuelle sur des enfants. Malgré tout, il a accepté de subir un test du polygraphe. On avait consacré beaucoup de temps et d'efforts à cette enquête. On était persuadés qu'on tenait le tueur d'enfants du comté de Oakland. Le groupe d'intervention était très enthousiaste, tellement que Dick Thompson, le procureur adjoint du comté de Oakland, s'est rendu à Flint en avion pour assister au test du polygraphe et à l'interrogatoire des 2 hommes. Après plus d'1 heure d'interrogatoire serré, Bush a passé le test avec succès. Il a affirmé ne pas être le tueur et ne rien savoir sur l'affaire. C'était un revirement de situation étonnant. Avant l'analyse d'ADN, les enquêteurs disculpaient des suspects sur la seule base du test du polygraphe. Le polygraphe était très tendance à cette époque. C'était relativement nouveau. Les policiers y croyaient beaucoup. Les premiers enquêteurs sur cette affaire étaient inondés d'informations. Ils se servaient donc du polygraphe comme d'un genre d'outil de mesure pour savoir s'il fallait exclure un suspect, passer à autre chose ou continuer d'enquêter sur lui. Puis, c'est encore le choc. Green, le complice de Bush, réussit également le test du polygraphe. Green est incapable de payer la caution pour ses autres chefs d'accusation, alors il est incarcéré. Quant à Christopher Bush, il peut verser sa caution et est libéré. Gregory Green a été condamné à la prison à vie pour les chefs de comportements sexuels criminels auxquels il faisait face. Il n'a reçu aucune accusation concernant les meurtres d'enfants du comté de Oakland. Christopher Bush n'a eu qu'à payer une caution d'à peine $1000 et il a été mis en liberté surveillée. Il faisait pourtant face au même chef d'accusation. Lorsque les policiers leur ont fait passer le test du polygraphe, ils ont inscrit partout dans les dossiers de Bush et Green le mot « disculpé ». Disculpé. Ainsi, à l'avenir, si quelqu'un d'autre enquêtait sur Bush ou Green, ils verraient bien clairement cette mention dans leur dossier. Lorsqu'on a exploré la piste de Bush et Green, on a interrogé des centaines de personnes à Flint, à Birmingham et à Ferndale. À cette époque, j'ai parlé avec un enquêteur de Flint qui avait permis de faire accuser Bush et Green dans le comté de Genesee. Cet homme avait joué un rôle important dans leur arrestation. Il m'a raconté une histoire en disant qu'il éprouvait des regrets. Une fois en prison, Green avait contacté l'enquêteur et lui avait dit « S'il vous plaît, venez me voir, j'ai des informations. » Cet enquêteur m'a dit qu'il avait pris la mauvaise décision en demandant à son chef s'il pouvait aller visiter Green en prison. Le chef a dit « Non, ce n'est pas notre dossier, tu n'y vas pas. » Cet enquêteur m'a dit « J'aurais dû y aller sans demander la permission. » Qui sait ce que Green m'aurait confié?
Il s'en est toujours voulu. Je suis allé le voir environ 2 mois plus tard pour lui parler de nouveau, et il était décédé. Les policiers n'ont jamais informé les familles des victimes de la piste concernant Bush et Green. Des années plus tard, lorsque le nom de Bush refait surface, les policiers hésitent toujours à parler. On a dit on vous a donné ce tuyau il y a 1 an et vous nous avez demandé d'attendre. Maintenant, on voudrait en savoir plus. Ils ont dit qu'ils nous reviendraient là-dessus dans 3 mois, et 3 mois plus tard, ils nous ont dit d'attendre encore. Tout ça était très secret. Je me suis fait dire, ne dites rien à personne. Laissez-nous travailler. On essaie toujours de tenir les familles relativement informées de nos développements, surtout si elles nous ont fourni des indices. Mais on ne donne jamais trop de détails sur l'enquête. On ne peut pas risquer que ça se retrouve dans les médias. On veut rester rigoureux. Contrariée, la famille King fait des recherches de son côté. Tout ce qu'elle a comme point de départ est le nom Bush. J'ai appelé une amie qui fait des recherches généalogiques. Elle a retrouvé la famille Bush, originaire de Bloomfield Village. Ils apprennent alors pourquoi les autorités se sont peut-être montrées clémentes envers Bush. Le canton de Bloomfield est une communauté fortunée du comté de Oakland. Il est situé à seulement 6 km de la maison des King à Birmingham. Chris Bush était le plus jeune de 4 fils. Ses parents étaient Ashley Bush et Elsie Bush. Ashley Bush avait gravi les échelons chez GM pour devenir un important contrôleur de gestion responsable de l'Europe et de l'Asie. Il a passé beaucoup de temps en Europe. GM possédait la ville. Ces gens avaient plus d'influence que le maire ou le gouverneur. Ils avaient énormément de pouvoir. Christopher Bush n'était pas qu'un enfant de riche en Corvette. Ce n'était pas un idiot qui se pavanait dans les rues de la banlieue. Il a étudié dans une école privée en Suisse. La question est de savoir à quel point les relations sociales ont joué un rôle. Le comté de Oakland est un petit milieu où les personnes influentes se connaissent bien. L'argent et le pouvoir sont-ils à l'origine de tout ce mystère? Était-ce une faute d'exécution ou une faute de commission? Ont-ils simplement mal fait leur enquête ou essayaient-ils de protéger quelqu'un? Appleman pense que la famille King a peut-être découvert une piste intéressante. Il approfondit ses recherches. En 2010, il tombe sur un article paru dans un journal du nord du Michigan. Il est question d'un réseau de pornographie juvénile installé à North Fox Island sur le lac Michigan. Le propriétaire de cette île était un riche philanthrope de Ann Arbor du nom de Frank Sheldon. Déguisé en camp pour adolescents en difficulté, le lieu sert en fait de repère aux pédophiles et à l'industrie de la pornographie juvénile. Peu après le meurtre de Mark Stebbins, le réseau de North Fox Island a été démantelé. Les grands journaux n'ont pas accordé beaucoup d'importance à cette histoire. Mais j'ai ensuite trouvé d'autres articles ici et là. Un article parle du matériel pornographique qui a été saisi à North Fox Island et du matériel pornographique trouvé chez Christopher Bush. Son nom a été trouvé parmi la liste des clients et des abonnés de Francis Sheldon. Au même moment, dans le sud du Michigan, dans la région de Détroit, Christopher Bush est interrogé en tant que suspect du meurtre du premier enfant dans l'affaire des meurtres d'enfants du comté de Oakland. Lorsqu'on examine les documents qui décrivent tous ces événements, il semble bien que les policiers n'aient jamais relié Christopher Bush au réseau de pornographie de Frank Sheldon, ou vice-versa. Enfin, un lien est établi entre North Fox Island et le tueur d'enfants du comté de Oakland, entre le très fortuné Francis Sheldon et l'influent Christopher Bush. Francis Sheldon s'est enfui à Amsterdam et n'a jamais payé pour ses crimes commis envers des enfants. Christopher Bush a été libéré sous caution. Il a été libéré et environ une semaine plus tard, Timothy King avait disparu. Timmy King's father offered words of encouragement to his missing son and a plea to his kidnapper. I have one other statement to those persons or person who may be with Tim. I don't know if you have children or if you want to have some, but please treat Tim the same way you would your own kid. Tim a été kidnappé, agressé sexuellement et asphyxié 6 jours plus tard. Je ne peux m'imaginer une mort plus horrible.
Il a été reconnu coupable de 4 chefs d'agression sur des enfants. Il possédait des films 8 mm de pornographie juvénile. Plusieurs sources le pointaient du doigt, mais il a pourtant été libéré. L'enquêteur Williams se concentre sur le premier test du polygraphe. Après s'être rendu compte que Bush et Green n'auraient peut-être pas dû réussir leur test du polygraphe, des enquêteurs de la police d'État et moi, on a décidé de transmettre les rapports à des polygraphistes indépendants pour avoir leur avis. Ils ont dit, comment se fait-il que les polygraphistes de Flint aient fait passer ces 2 gars-là? Green aurait carrément raté le test. Bush aussi, mais les résultats étaient moins concluants, car il avait donné des réponses évasives aux questions les plus pertinentes. Alors on s'est dit, super, on va continuer d'enquêter sur eux. En même temps, on n'en revenait pas. C'était ahurissant. Comment avait-il pu libérer ces hommes? Patrick Coffey réalise des tests du polygraphe depuis de nombreuses années. L'inconvénient de cet appareil est qu'on dépendait entièrement de l'avis subjectif d'un expert. Maintenant, avec les polygraphes informatisés, les résultats sont beaucoup plus précis. On a l'avantage de pouvoir se fier à notre expérience en tant qu'expert, mais aussi à l'ordinateur qui utilise des algorithmes. This equipment back in 1977 when they were polygraphing people, would the outcome have been different? Si ces 2 tests avaient été effectués à l'aide d'un système informatisé, le polygraphiste aurait clairement vu que les sujets étaient malhonnêtes. J'en suis sûr. Et je cumule 30 ans de carrière en tant que polygraphiste. La famille King soupçonne que la police cache des informations, car les failles de la première enquête commencent à apparaître. Ils ne veulent peut-être pas reconnaître qu'ils ont libéré Christopher Bush juste avant l'enlèvement de Timmy. Comme il était le fils d'un cadre important chez GM, il y avait peut-être des raisons financières derrière tout ça. Dans tous les romans policiers que j'ai lus et tous les films que j'ai vus, les policiers ont élucidé le crime. Je faisais donc confiance aux personnes qui sont payées pour faire ça. C'était ma façon de voir les choses. Mon père a exigé qu'il nous informe. Comme il ne répondait pas, il a dit « Si vous ne dites rien, on va parler aux médias ». Pendant 30 ans, Barry King a demandé d'avoir juste un peu d'informations. Il voulait un indice, n'importe quoi. Les policiers répétaient « Je ne peux rien vous dire, désolé ». C'est une chose atroce à faire à un parent. Pendant 32 ans, il a attendu de connaître la vérité. Il ne veut plus attendre une minute de plus. J'ai décidé de m'exprimer publiquement. J'en avais assez des excuses. Barry m'a appelé et il m'a demandé de me rendre chez lui. Il m'a dit, « Je vous ai invité ici parce que depuis le début, j'ai confiance que les forces de l'ordre prendront les bonnes décisions. Je n'ai jamais posé trop de questions parce que j'ai toujours cru qu'elle travaillait fort pour résoudre cette affaire, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. » La journaliste Marnie Keenan vient de se faire offrir le plus gros dossier de sa carrière. Il m'a dit, « Pendant tout ce temps, on a cru que c'était l'œuvre d'un monstre dérangé qui venait de l'extérieur de la région. Puis on a découvert que c'était peut-être finalement le fils d'un important dirigeant de GM qui vivait près de chez nous. Je suis rentrée chez moi et j'ai dit à mon mari, « Je crois savoir qui est le tueur d'enfants du comté de Oakland. » 2 semaines après la rencontre entre la famille King et la journaliste Marnie Keenan, l'affaire du tueur d'enfants du comté de Oakland fait de nouveau la une. On n'avait rien dit pendant 30 ans et ça n'avait rien donné. Alors, on était d'avis que pour que cette affaire soit résolue, il fallait en parler au public. Les Kings se vident le cœur. Ils prétendent que le pédophile Christopher Bush, le fils d'un cadre chez GM, a tué le jeune Tim. Les policiers l'ont interrogé, puis relâché 3 semaines avant l'enlèvement et le meurtre de leur frère. Ils pensent que les policiers ont pris soin de garder ce nom secret et de ne rien dévoiler à la famille King pendant des années. Les King ont fourni cette piste à la police d'État du Michigan. Ce filon venait d'eux. Personne ne l'aurait jamais su s'ils ne l'avaient pas révélé. Mais les policiers l'ont gardé pour eux et ils ont ignoré les King en leur disant « Non, on ne peut rien vous dire, mais on travaille fort là-dessus. On ne peut rien vous dire. »
Corey Williams a prévenu la police d'État. Les King allaient tout dévoiler au public si elle ne les informait pas de ce qu'elle avait fait de la piste qu'elle avait eue grâce à eux. Je me souviens d'avoir demandé à Barry pourquoi, selon lui, les policiers refusaient de les informer. Il a répondu « Si j'apprenais que j'avais eu un suspect très crédible entre les mains et que je l'avais ensuite libéré, puis que 3 semaines plus tard, mon fils avait été assassiné, je ne voudrais pas que le public le sache. » La police d'État du Michigan tente désespérément de limiter les dégâts. Le lendemain, elle convoque une rencontre avec les familles des 4 victimes. Bien entendu, les camions de télévision et les journalistes, moi y compris, ont fait le pied de grue à l'extérieur. La police d'État a dit « Non, on ne parle pas aux familles des victimes pour les informer du déroulement d'une enquête. On doit protéger l'intégrité de l'enquête. » Ils sont entrés dans la pièce, on était une quinzaine, et ils ont dit « Très bien, les familles, on va vous expliquer sur quoi on a travaillé. » Et ils n'ont pas dit un seul mot. J'avais une liste de 5 questions que je leur ai lues. Je n'ai reçu aucune réponse. Rien, zéro, nada. C'était une rencontre politique. Les policiers espèrent calmer les familles, mais leur plan a plutôt l'effet inverse. On est reparti complètement découragés. Et on était fâchés de ne pas être plus avancés. Ils n'ont fait qu'essayer de dissimuler la vérité. Ils n'avaient pas l'intention de nous informer. Ils nous ont fait venir simplement pour nous dire de nous taire et pour nous reprocher d'avoir révélé des noms au public. Le plan de Barry a fonctionné. Maintenant que les familles sont galvanisées et que le nom de Bush est révélé au public, les journalistes se jettent sur cette piste la plus prometteuse depuis 30 ans. C'était majeur. Ma mission était de découvrir qui était ce Bush. J'ai suivi sa trace aux 4 coins de l'État. J'ai fouillé les registres fonciers et trouvé les différentes propriétés qui avaient appartenu à ses parents ou à lui. J'ai retrouvé les photos d'identité de sa première arrestation et d'anciens dossiers de la Cour. C'est moi qui ai découvert ces dossiers de prison qui indiquent l'entente dont il a bénéficié pour sa libération. On peut y lire les actes horribles qu'il a commis sur des enfants. Quand j'ai commencé à consulter tous ces documents, je me suis dit « Oh mon Dieu, oh mon Dieu ». Il y a tellement d'informations qui laissent croire qu'il pourrait être le tueur. In November of 2008, police did search this property in Bloomfield Village. They vacuumed air ducts and combed through the home for hair and fibers. Christopher Bush once lived here with his wealthy parents. And it's here that he killed himself in 1978. Les journalistes s'attardent sur les détails du suicide de Bush, des informations que le premier groupe d'intervention ignorait. On a retrouvé le rapport concernant le suicide de Bush produit par le service de police de Bloomfield. Ils ont dit qu'il était dans le mauvais dossier, mais ils l'ont finalement retrouvé et on a pu l'avoir. Les circonstances de ce suicide semblaient très bizarres. L'enquêteur Williams et le nouveau groupe d'intervention sont du même avis. Normalement, un médecin légiste suit un protocole d'autopsie et rédige un rapport qui décrit l'état du corps en entier. Il décrit le point d'entrée de la balle, les dommages causés et toute autre information pertinente. Mais on avait juste une page couverture. Ça disait seulement « Christopher Bush, décédé telle date, suicide par arme à feu, avec tel taux d'alcoolémie ». Son taux d'alcoolémie était extrêmement élevé. C'était fou. Je ne sais pas comment il faisait pour fonctionner. C'était étonnant qu'il ait pu se tirer une balle entre les 2 yeux, surtout avec un taux d'alcoolémie aussi élevé. Quand on a regardé les photos du lieu du suicide, je n'ai pas vu de plaie qui montrait que la bouche du canon du fusil avait été en contact avec la peau. Il y avait plusieurs éléments inhabituels. Jack Kalbfleisch était enquêteur pour le service de police de Birmingham. Il a fait partie du premier groupe d'intervention. Il a toujours trouvé que les circonstances entourant la mort de Bush étaient très suspectes. La plupart des gens qui se suicident à l'aide d'une carabine ou d'un fusil pointent l'arme sous leur menton ou dans leur bouche. Pas sur le dessus de la tête. Pour se tirer dans la tête, il aurait fallu qu'il plie les genoux de manière à placer la crosse du fusil entre ses genoux.
Son corps était recouvert d'une couverture lorsqu'il a été retrouvé. Normalement, ça indique que quelqu'un a manipulé le corps. Ça aurait dû éveiller les soupçons. C'est difficile de tenir un fusil sous une couverture. Ça nous a paru comme une mise en scène. Mais on n'avait que des Polaroids qui dataient de 30 ans. Alors on n'était pas certain. Dans la garde-robe de la chambre, un tas de cordes était visible. 3 des 4 victimes du tueur d'enfants du comté de Oakland avaient été attachées avec des cordes pendant leur captivité. Puis, les policiers trouvent un élément qui les fiche sur place. Lorsqu'on a obtenu les dossiers, on a trouvé le dessin d'un garçon à l'intérieur. Il était accroché au mur de la chambre lorsque Bush est mort. À nos yeux, les vêtements et le visage représentaient Mark Stebbins. Lorsque l'enquêteur de la police d'État et moi, on a vu ce dessin, on s'est regardés. Tout ce qu'on avait à dire, c'était « Pourquoi quelqu'un aurait ça en sa possession ?» Je l'ai vu. Ce dessin ressemblait comme 2 gouttes d'eau à mon frère. Il avait la bouche ouverte comme s'il était en train de crier. Ça a été très douloureux. Le dessin ressemblant à Mark Stebbins, en plus des cordes et du corps de Christopher Bush, éveille l'attention des policiers de Bloomfield appelés sur les lieux. Ils contactent le groupe d'intervention. Ils sont arrivés sur les lieux. Ils ont confisqué les cordes, le dessin et le fusil, et ils les ont apportés au laboratoire de la police d'État. Bizarrement, le groupe d'intervention n'attend pas les résultats. 24 heures plus tard, la mort de Bush est classée comme un suicide. 2 jours plus tard, le groupe reçoit le rapport du laboratoire. Il est aussitôt rangé dans les dossiers et ne sera plus ressorti avant des décennies. Le rapport disait que même si Christopher Bush s'était apparemment tiré une balle à la tête avec un fusil, il n'y avait pas de résidus de tir sur ses doigts. Aucune éclaboussure de sang n'était mentionnée. Il n'y avait ni bout de cerveau, ni tissu, ni matière osseuse sur le fusil. Il n'y avait aucune trace de sang. On se demandait si c'était un meurtre ou un suicide. Les questions se bousculaient dans nos têtes. On aurait dit que quelqu'un voulait faire passer un message aux policiers. Regardez, il est mort, mais c'était lui le coupable. 25 jours après la mort de Christopher Bush, le groupe d'intervention qui enquête sur les meurtres d'enfants est dissous et l'affaire est reléguée aux oubliettes. Christopher Bush était mort, alors il n'était plus considéré comme un suspect. Mais ce n'était pas logique. Il fallait quand même résoudre l'affaire. Ça ne voulait pas dire qu'on ne pouvait pas suivre les pistes et découvrir s'il était coupable ou non. Pourtant, l'enquête sur Christopher Bush a pris fin immédiatement après sa mort. Ils ont écrit une belle lettre aux familles des victimes en disant « On est désolé de ne pas avoir pu identifier le suspect, mais on va continuer de travailler fort. » J'ai la profonde impression qu'à partir du moment où Bush a été retrouvé mort et que les enquêteurs ont vu les éléments qui se trouvaient dans cette pièce, ils ont cessé de chercher. Ils ont cessé d'enquêter sur cette affaire. Ils avaient fini. Ça a été jugé comme un suicide. En tant qu'enquêteur, on a trouvé les circonstances très suspectes. De toute évidence, on allait garder ça à l'esprit tout en continuant notre enquête. Mais à ce moment précis, on ne savait pas. Si la mort de Christopher Bush n'était pas un suicide, était-ce un meurtre? Et qui l'a commis? Il y a 8 ou 10 scénarios différents qui peuvent expliquer ce prétendu suicide. Si Bush se croyait sur le point d'être démasqué, il s'est peut-être suicidé. Si le soi-disant réseau de prédateurs existait, c'est peut-être l'un de ces prédateurs qui l'a tué. L'idée qu'il y a eu un réseau de prédateurs est très logique à mes yeux, parce que c'était presque trop à gérer pour une seule personne. Quelqu'un qui agit seul, ses crimes étaient tellement habiles. Si quelqu'un d'autre l'a tué, c'est sans doute quelqu'un qui voulait se protéger d'une possible fuite. Un influent réseau de pédophiles était installé au Michigan. Et plusieurs d'entre eux auraient pu vouloir la peau de Bush.
Si ces hommes croyaient que Bush était faible, si Bush avait signifié qu'il voulait sortir de ce cercle et s'il était considéré comme le faiblard du groupe, quel meilleur moyen d'enterrer cette affaire et son groupe d'intervention que de supprimer Bush et de faire passer ça pour un suicide? Il y avait trop d'éléments qui voulaient nous faire croire que c'était lui le coupable. Un point final, ça se termine là. Et ça me tracasse. Bush avait quitté son emploi et il allait commencer un nouveau travail auquel il tenait vraiment. Seulement 4 jours après son décès. Il avait dit à son entourage à quel point il était content d'avoir cette chance. Alors, pourquoi se suicider? Et s'il s'est vraiment suicidé, et s'il se sentait mal d'avoir tué des enfants, pourquoi n'a-t-il pas laissé un petit mot? Qu'il se soit suicidé ou que quelqu'un l'ait abattu, dans l'un ou l'autre des scénarios, il n'y a plus eu de meurtre d'enfants dans le comté de Oakland après la mort de Christopher Bush. En 2009, la science offre à l'enquêteur Williams la plus grande avancée dans cette affaire en 30 ans. Grâce à la nouvelle technologie d'analyse de l'ADN, les enquêteurs obtiennent une corrélation avec l'unique cheveu trouvé sur la blouse de la 3e victime, Christine Mihalik. C'était la première fois qu'une personne en particulier était physiquement liée au meurtre des enfants. S'agit-il de Christopher Bush ou d'une autre personne? En 2009, grâce à l'analyse d'ADN, une corrélation est établie dans l'affaire du tueur d'enfants du comté de Oakland. C'était la première fois qu'une personne vivante était identifiée grâce à une preuve matérielle trouvée sur un des corps. Le cheveu trouvé sur la blouse de la 3e victime, la jeune Christine Mihalik, 11 ans, n'est pas relié à Christopher Bush, mais à un nouveau suspect. Il s'agit d'un homme que Bush a agressé dans le passé, James Vincent Gunnels de Kalamazoo. Vince Gunnels était un peu plus âgé que les autres garçons. Il a continué d'être associé à Bush et Green après avoir été agressé par Bush. Ça a continué longtemps, jusqu'à ce qu'il ait 16 ou 17 ans. Gunnels pourrait-il être à la fois une victime et un meurtrier? Le cheveu correspond à son ADN mitochondrial, ce qui signifie qu'il appartient à Gunnels ou à un membre de sa famille du côté maternel. Mais vu la qualité de l'échantillon, il est impossible d'établir une concordance parfaite. Vince Gunnels fait toujours l'objet d'une enquête actuellement. Gunnels avait 16 ans à l'époque où les meurtres ont été commis. Aujourd'hui, il est incarcéré dans une prison du Michigan. Il a été arrêté pour des crimes liés aux biens ou à la drogue, mais il n'a jamais été accusé pour des crimes de nature sexuelle. Les policiers croient cependant qu'il aurait pu faire partie d'un groupe impliqué dans les meurtres d'enfants ou qu'il aurait pu servir d'appât pour attirer les enfants vers le tueur. En 2009, ils interrogent Gunnels en prison à plusieurs reprises. Il était un adolescent troublé, manipulé par des hommes adultes. Les policiers ont approché Gunnels de la façon suivante. Un de vos cheveux a été retrouvé sur l'un des corps. On croit que ça veut dire que vous savez quelque chose. On croit aussi que peu importe ce que vous savez, c'est dû au fait que ces deux hommes, Christopher Bush et Gregory Green, vous agressaient à l'époque. On n'a pas l'intention de vous poursuivre en justice pour les informations que vous pourriez donner. Tout ce qu'on veut savoir, c'est ce qui s'est passé avec Christopher Bush et Gregory Green relativement au meurtre d'enfants dans le comté de Oakland. Il a dit, oui, je me tenais avec Bush. Je suis monté dans sa voiture des millions de fois. Voilà comment mon cheveu est tombé là. Je ne sais pas comment ce cheveu s'est retrouvé sur Christine. Bush a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur Vincent Gunnels. Il a admis l'avoir agressé dans le chalet familial des Bush à East Lake, dans le nord du Michigan. J'essayais de contacter M. Gunnels. On espérait parler avec lui de Christopher Bush et du lien potentiel avec les meurtres. La théorie était que s'il avait été dans le véhicule en même temps que Christine, la victime aurait pu être reliée à Bush par le biais de Vince Gunnels. Je lui ai envoyé une lettre en prison et il m'a répondu. Il a écrit « Merci beaucoup pour l'offre d'entrevue au sujet de M. Bush et de l'agression qu'il a commise envers moi. Mais il voulait surtout savoir si j'étais au courant de ses problèmes récents avec les policiers,
Selon lui, il n'avait pas été gentil du tout avec lui. Gunnels accepte de subir un test du polygraphe. Ses réponses à 3 questions pourraient résoudre l'affaire du tueur d'enfants du comté de Oakland, une bonne fois pour toutes. Voici une note qui dit « S'il passe le test du polygraphe avec succès, il ne sera plus considéré comme un suspect, il sera mis en liberté conditionnelle. Mais il a subi le test du polygraphe et il l'a saboté. Il a admis l'avoir délibérément faussé. Il retenait son souffle, il tapait du pied, il bougeait de manière à fausser les résultats. Pourquoi quelqu'un voudrait-il intentionnellement rater le test du polygraphe s'il peut obtenir sa libération s'il le réussit? Les policiers se posent la même question. Le 29 juillet 2009, Gunnels subit un 2e test du polygraphe. Cette fois, il le rate. Dans la transcription, on apprend que lorsque les policiers lui ont dit qu'il avait échoué, Gunnels a simplement répondu « Oh ». Gunnels continue de nier avoir été au courant des meurtres et avoir été impliqué d'une manière ou d'une autre. Il n'a jamais été accusé de crimes reliés à l'affaire des meurtres d'enfants. D'autres preuves matérielles soumises à l'analyse d'ADN ouvriront peut-être de nouvelles portes. Un poil trouvé sur le blouson de Mark Stebbins et 2 poils prélevés sur le corps de Tim King, un dans une cavité nasale et un à l'aine. Ce poil nous intéressait particulièrement parce que Tim était prépubère au moment de sa mort. Le médecin légiste a dit que ce poil serait plus probablement le poil du suspect. Les résultats le confirment. Les poils trouvés sur la première victime, Mark Stebbins, et sur la 4e victime, Tim King, partagent le même profil ADN partiel. Ils proviennent probablement de la même personne. Ces poils trouvés sur Stebbins et King représentaient la première preuve matérielle qui liait les enfants les uns aux autres. Puis, une autre découverte incroyable est faite dans les vieux dossiers de la police. Ce qu'on croyait être des impuretés sur des lames étaient en fait des preuves potentielles. Les scientifiques ont examiné les lames et ils ont vu qu'elles contenaient des poils humains. C'était fantastique. De nouvelles pistes se dessinent grâce à d'anciennes preuves délaissées depuis plus de 30 ans. Je me suis dit que c'était notre meilleure chance d'élucider cette affaire. La personne à qui appartenaient ces poils était fort probablement notre tueur.